Écoute, je sais pas si j'ai envie de faire la vidéo là, je me sens fatigué, ballonné, je sais pas ce que j'ai. Moi, je pense que c'est les toxines, hein. Tu devrais essayer de faire une petite cure détox. Et ça consiste en quoi? Cherche sur internet, tu vas voir, il y a plein de vidéos et de tutos. Ok. Coucou les filles, si vous voulez un corps de rêve comme moi et éliminer les toxines, achetez le thé Super Détox 3000 avec mon code promo Bullshit Ultime qui vous donnera moins 20%. C'est comme du thé, mais 3 fois plus cher. Et cela ne va pas du tout éliminer vos kilos en trop, mais cela va bien vider votre porte-monnaie et remplir le mien. Bonjour, moi c'est Jean-Michel Karcher de Karcher et Fils. Si vous voulez faire une détox, nous proposons nos services de lavement du foie, lavement des intestins, ramonage du côlon, élimination des toxines et des nuisibles, à domicile ou dans nos locaux. Donc pour une détox, pensez Karcher et Fils. Et maintenant, je vous propose un nouveau produit en exclusivité sur la boutique. Il s'agit de la poudre détox. C'est un mélange de spiruline de Californie, de poudre de diamant de la Lune et d'extrait d'artichaut de Bretagne. C'est inspiré de la célèbre méthode américaine suivie par toutes les stars à Hollywood. Vraiment, si vous voulez leur ressembler, c'est le remède parfait. Comme vous pouvez le voir sur ces photos avant, après, pas du tout truqué. Vous pouvez vraiment vous détoxifier de toutes vos graisses en moins de 30 jours. Alors j'en entends certains me dire « Oui, mais moi je n'aime pas trop le goût d'artichaut ». Pas de souci, cette poudre détox a un délicieux goût de tartiflette. Mes chers amis, bonjour. On parle beaucoup de détox ces dernières années. On vous propose différentes méthodes comme faire des cures de jus, boire du jus de citron, faire un jeûne, etc. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode révolutionnaire, car on passe souvent à côté d'un sujet essentiel, ce sont les toxines que l'on respire dans l'air qui nous entoure. C'est pour cela que je vous propose un challenge de 30 jours, arrêtez de respirer pendant 1 heure par jour. C'est très simple, vous prenez une grande inspiration, dehors de préférence, pour être au grand air, face au soleil pour se nourrir de sa lumière, et vous bloquez pendant 1 heure. C'est vraiment tout bête. Alors, bien entendu, si jamais vous devenez rouge, voire bleu ou violet, c'est normal. Cela veut dire que cela fonctionne. Ce sont les toxines qui sortent du corps. Surtout, ne lâchez rien. Bonjour, aujourd'hui on va parler détox. Alors comme vous le savez, chaque année je teste une cure différente. L'année dernière, j'avais essayé le challenge 30 jours, un citron dans le fion. Ça n'avait pas été très concluant, peut-être parce que je n'avais pas utilisé de citron bio, on verra. En tout cas, cette année, je teste une méthode différente dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler. Il s'agit de la méthode du docteur Jean-Michel Cailloux. Le principe est simple, il s'agit de cailloux qui ont été récoltés par des moines bouddhistes à dos de yak dans les hauteurs de l'Himalaya un soir de pleine lune. Et ces cailloux, ensuite, vous les mettez par exemple dans une carafe d'eau et que vous laissez ensuite infuser. Et comme ça, ils vont dégager toutes leurs propriétés par vibration quantique. Et ensuite, vous allez boire cette eau au fur et à mesure de la journée pendant 1 ou 2 semaines. Alors, pour information, j'ai contacté le docteur Jean-Michel Cailloux pour savoir s'il pouvait donner un petit peu plus de précision, s'il y avait des études scientifiques. Il m'a dit « tu peux pas comprendre, c'est quantique ». Alors, je prends l'échec et la carte bleue. Tu l'auras cherché, puisque c'est comme ça, on va faire une vidéo sur la détox. Allez, lance la caméra. Détox, voilà un mot qui fait la une des journaux depuis plusieurs années et qui connaît un succès encore plus grandissant grâce à Internet. Un mot qui représente à lui tout seul de nombreux problèmes dans notre rapport à la santé et à l'alimentation, et plus particulièrement deux. Une conception plutôt erronée du fonctionnement du corps humain et la promotion de produits par des célébrités et des stars des réseaux sociaux. Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble toutes les promesses faites par les défenseurs de la détox et de voir si elles tiennent face à une analyse rigoureuse. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet il y a quelques années, que vous aviez peut-être vue, mais dans celle d'aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin avec surtout des exemples concrets comme les thés détox, les tisanes de plantes, les cures de jus ou les lavements du côlon. C'est un sujet parfait pour mettre en pratique aussi les bases de l'esprit critique et de la démarche scientifique. Ça rime.
Parce que mon but n'est évidemment pas de dire c'est moi qui ai raison et puis c'est tout, hein. Non, mon but ici est de vous donner les outils pour pouvoir juger ensuite par vous-même de la validité ou non des promesses de telle ou telle méthode ou de tel complément quand vous y êtes confronté. Je me doute qu'il y a forcément une partie d'entre vous qui regardez cette vidéo qui ont peut-être suivi une de ces méthodes, vous en avez tiré un bénéfice sur certains symptômes, et certains en sont même devenus de fervents défenseurs. Le but n'est jamais de nier vos expériences, mais d'analyser si ces résultats viennent vraiment d'un supposé effet détox de tel ou tel produit, ou bien d'autres choses. Pour répondre objectivement à ces questions, il faut une méthode d'analyse rationnelle. Ça tombe bien, ça s'appelle la méthode scientifique. Il y a souvent une image caricaturale dans ce domaine. Certains partisans de ce qu'on appelle en général la médecine alternative ou la médecine naturelle, même si ces derniers mots ne veulent pas dire grand-chose, pensent que se réclamer de la science signifie forcément être dogmatique, voire être vendu à Big Pharma. Dogmatique, cela signifie considérer quelque chose comme vrai ou faux par principe, peu importe les preuves. C'est donc justement l'inverse absolu de la démarche scientifique. Mais ce n'est pas non plus être totalement relativiste, considérer que tous les discours se valent. Être ouvert d'esprit, c'est accepter d'analyser un argument sans a priori, sans le rejeter en bloc à cause du messager par exemple, mais cela ne veut pas dire que tous les discours se valent. Il faut donc avoir une méthode pour essayer de déterminer la véracité ou non d'un argument ou d'une théorie. Si on prend l'exemple d'un complément avec comme promesse de permettre une détox, la méthode pour analyser cette promesse est assez simple. De quelles toxines parle-t-on? Sont-elles clairement précisées? Par quel processus biologique le complément pourrait les éliminer? Est-ce que cela repose au moins sur des mécanismes physiologiques existants? Est-ce qu'on a fait des tests pour mesurer précisément avant et après les quantités de toxines stockées dans l'organisme? Est-ce qu'il y a d'autres preuves permettant de défendre l'idée de l'efficacité de ce produit? En 2007, l'association anglaise Voice of Young Science avait contacté les fabricants d'une quinzaine de produits, compléments alimentaires et cosmétiques, ayant le mot détox dans leur nom et leur ont demandé quelles toxines étaient précisément visées et par quel mécanisme. Pas un seul fabricant n'a su donner une définition précise ni citer les toxines censées être éliminées par leurs produits et donc donner la moindre preuve de leur efficacité. Alors, la détox, 100% bullshit ou pas? Et pourquoi ce terme rencontre tellement de succès? Si on fait une petite analyse historique et anthropologique, c'est parfaitement compréhensible, c'est presque normal que vous puissiez y adhérer. Les rituels de purification ont toujours fait partie des sociétés humaines depuis des milliers d'années, dans toutes les cultures et les religions. Et finalement, la détox n'en est que l'avatar moderne, avec l'idée que l'on pourrait se laver de toxines par un rituel, la prise d'un complément ou le suivi d'une cure. Le schéma est le même finalement que celui de se laver de ses péchés par la prière ou la confession par exemple. Cette envie de rituel, de purification est donc totalement dans notre nature humaine. Mais il y a autre chose aussi qui fait clairement partie de notre nature, c'est la recherche de facilité. Et se dire que l'on pourrait facilement compenser une mauvaise hygiène de vie de plusieurs mois ou plusieurs années avec un simple geste sur quelques jours, c'est une idée dont notre cerveau raffole. C'est pour cela qu'il faut arriver à mettre de côté son instinct et ses idées reçues pour prendre du recul et analyser tout cela avec rationalité. Malheureusement, en face, il y a des gens qui ont bien compris l'attirance du public pour cette idée et qui ont surtout compris qu'il y avait un vrai business à se faire là-dessus. Le problème est que ces gens ont parfois des moyens financiers et des audiences que les défenseurs de l'approche rationnelle n'auront jamais. Quand par exemple des marques payent des célébrités avec des millions de followers pour faire la promotion de thé détox sur Instagram, des boissons qui sont, comme on va le voir juste après, surtout des diurétiques et des laxatifs, comment vous voulez vous faire ensuite entendre? C'est triste à dire, mais les défenseurs du rationnel et de l'esprit critique ont malheureusement perdu d'avance. Mais est-ce que c'est grave au final? Est-ce que c'est grave si on a envie de croire aux effets de tel ou tel produit, même si ce n'est pas vrai? Finalement, à partir du moment où ça ne fait pas de mal, ça ne pose pas de problème de toute façon, non? Est-ce qu'il faudrait forcément relever tous les mauvais arguments ou la vérité n'est-elle qu'une affaire de point de vue? Je comprends parfaitement que certains pensent qu'au final ce n'est pas très grave, mais pourtant les effets pervers sont bien là. Premièrement, et peut-être le plus important pour moi, c'est que si on ne peut pas hiérarchiser les arguments et les discours avec une méthode, comment peut-on avancer? Pour rester sur la santé, si tous les traitements se valent parce qu'il y aura toujours au moins une personne pour les défendre, comment savoir lequel suivre?
Ou, pour prendre un autre exemple et faire une analogie avec l'astrophysique et l'astronomie, comment pourrait-on étudier, par exemple, les étoiles et les galaxies à l'autre bout de l'univers si l'on en était encore à débattre de savoir si la Terre est plate ou non? Ah, on me dit qu'il y a encore des milliers de gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate et qui font des vidéos dessus. Autant pour moi. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la science c'est tout. Évidemment que non, personne ne dit ça. Mais il y a une différence entre dire que l'on a besoin d'étudier un sujet, de dire qu'il faut une méthode pour l'évaluer, et de l'autre côté, accepter que tel produit aurait des effets qui vont totalement à l'encontre de toutes les connaissances existantes, voire qui reposent sur des explications magiques. Médecine moderne, médecine alternative, ça n'a pas de sens. La seule chose qui devrait nous intéresser, c'est la médecine basée sur les preuves. Encore une fois, on s'en fout de qui a raison. Ce n'est pas le concours de celui qui a la plus grosse vérité. Le but ici est de définir la meilleure façon de rechercher cette vérité. Accepter des arguments autour de sujets qui paraissent anodins comme la détox, cela peut aussi favoriser ensuite le fait d'être ouvert d'esprit sur des remèdes qui n'ont, eux, absolument aucune preuve d'efficacité pour des maladies graves. La frontière entre science et pseudoscience n'est pas forcément évidente pour la plupart des gens. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pour cela qu'il faut être intransigeant, même pour les sujets moins graves, et ne laisser passer les discours mensongers, comme on va le faire aujourd'hui avec la détox. Cela est important en tant qu'individu, mais aussi, on l'oublie trop souvent, en tant que citoyen, car ce sont nos impôts qui financent la recherche publique. À quoi ça sert ensuite si on n'accorde aucune importance aux résultats? Il y a un autre problème avec le fait de croire en des explications fausses sur un produit ou complément auquel on ne pense jamais, ce sont les effets sur les ressources et les producteurs. L'exemple le plus marquant, c'est l'utilisation de cornes de rhinocéros et d'os et d'organes de tigre, dont la demande en Chine a fait exploser le braconnage ces dernières années. Des espèces qui sont en danger grave d'extinction, parce que certains pensent que cela a des vertus santé, notamment des effets aphrodisiaques. Même si on ne parle que de plantes, il faut toujours faire attention aux effets de mode, car on le voit au niveau alimentaire par exemple, quand la demande pour un produit explose d'un coup en très peu de temps, cela entraîne souvent beaucoup de dérives, d'autant plus si c'est un produit cultivé dans un pays avec des contrôles sociaux et environnementaux assez faibles. Donc non, croire aux fausses promesses d'un produit miracle pour lequel il n'y a aucune preuve, ce n'est jamais anodin. Sans parler du fait que donner son argent pour des produits qui n'ont pas d'effet réel, c'est au mieux du gâchis, au pire un encouragement pour les vendeurs de poudre de perlimpinpin. Dernier point, cela peut aussi parfois être dangereux, car autant certains compléments n'ont pas beaucoup d'effets, ou même certains ont des effets positifs, autant d'autres peuvent en avoir de très graves. Par exemple, avec des extraits de thé vert en gélule. Dans le thé, il y a des antioxydants, les épicatéchines, qu'on extrait pour en faire des compléments soi-disant brûle-graisse. Sauf qu'en trop grande quantité, cela perturbe le bon fonctionnement du foie. Et chez certaines personnes, notamment génétiquement plus à risque, ça peut entraîner des lésions irréversibles. Et il y a eu plusieurs cas cliniques de personnes ayant eu le foie flingué à cause de ces compléments, allant jusqu'à avoir besoin d'une greffe d'organes. Donc non, ce qu'on peut prendre n'est pas forcément anodin. Revenons à notre sujet de la détox. Pour savoir si le concept de détox tel que mis en avant par les vendeurs de produits et de méthodes est valide, il faut comprendre comment notre corps fonctionne et notamment notre foie et nos reins. Alors on va surtout faire un zoom sur le foie. Cela tombe bien car on ne parle pas ici d'un organe obscur dont on ne connaîtrait rien, mais au contraire d'un organe dont il faut bien maîtriser le fonctionnement dans sa gestion des molécules étrangères, ce qu'on appelle les xénobiotiques, de xéno étranger et biotique en rapport avec la vie, car cela regroupe effectivement des toxines, mais aussi les médicaments. Quand vous avalez un médicament par voie orale, il va être métabolisé par le foie. Vous comprenez donc bien qu'il est indispensable de maîtriser son fonctionnement en pharmacologie pour déterminer ensuite les dosages et le nombre de prises par jour d'un médicament. La détoxication, c'est donc déjà une discipline à part entière dans le monde médical. Le foie a de très nombreuses fonctions, il est notamment le principal organe donc, de détoxication. Alors précision, normalement détoxication est le mot français et détoxification est un anglicisme passé dans le langage courant. Chaque jour, nous sommes effectivement exposés à des substances étrangères, que ce soit des médicaments, des résidus de pesticides, des polluants divers dans les aliments. Tous ces xénobiotiques qui passent dans le sang arrivent au niveau du foie, qui va en fait les transformer en des molécules plus inoffensives, qui pourront ensuite être éliminées par les selles et les urines.
Le foie fonctionne donc plutôt comme une usine chimique de transformation où vous auriez des camions qui viennent décharger les produits à éliminer, l'usine les transforme et d'autres camions repartent pour les éliminer par différentes routes. Le foie n'est donc pas un filtre ou une éponge qui accumulerait les toxines et qu'il faudrait vider périodiquement comme avec une carafe filtrante. Et donc parler de laver son foie, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas une couche de toxines qu'on viendrait éliminer avec une brosse et du savon. Ça ne veut rien dire. Alors que fait exactement le foie au quotidien? Cela se passe en 2 étapes, que l'on appelle phase 1 et phase 2. Pour simplifier énormément, dans la phase 1, les toxines vont être transformées chimiquement grâce à des enzymes, soit directement en molécules plus inoffensives, soit en substances intermédiaires toxiques en vue de la phase 2. Dans la phase 2, le but est notamment de rendre les xénobiotiques plus hydrosolubles, parce que la plupart des xénobiotiques, des toxines, sont liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses. Le fait de les rendre hydrosolubles, solubles dans l'eau, facilite ensuite leur évacuation, soit par les urines, soit par la bile qui est injectée dans l'intestin pour ensuite finir dans les selles. Comme dans une usine, toutes ces transformations chimiques produisent des déchets métaboliques, un stress oxydatif qui peut abîmer les cellules du foie, qui va se protéger avec des antioxydants, à commencer par le glutathion, qui est l'antioxydant le plus important dans le corps humain. Tout ceci est donc plutôt quand même très bien fait. À partir de là, on peut se demander ce qui peut influer positivement ou négativement sur ces mécanismes. Le foie va avoir besoin notamment de certains nutriments pour bien faire son boulot, pour faire toutes ces transformations chimiques. Et comme on va le voir, cela représente au final une grande variété d'aliments. Pour la phase 1, il va avoir besoin d'acides aminés, qui sont les briques constituant les protéines, et donc d'une certaine variété dans les sources de protéines, et en quantité suffisante, de vitamine B12, qu'on trouve soit dans les produits animaux, soit éventuellement en complément pour les véganes, de la vitamine A, du rétinol, que l'on trouve notamment dans le jaune d'œuf et les abats comme le foie, des vitamines B2, B3, B5, B6, B9. Donc là, c'est un peu de tout, notamment tous les légumes verts à feuilles, le brocoli, le chou-fleur, les abats, de la vitamine D, donc surtout via l'exposition au soleil. Pour bien se protéger des radicaux libres produits lors de toutes ces réactions, le foie a aussi besoin d'antioxydants, comme la vitamine C, dans beaucoup de fruits et légumes, de vitamine E, amandes, noisettes, graines de tournesol, de zinc, fruits de mer, viande, etc., de sélénium, noix du Brésil, thon, jaune d'œuf. Pour la phase 2, on va aussi avoir besoin de glycine, un acide aminé qui se trouve dans le collagène. Donc côté alimentaire, c'est tout ce qui est bouillon d'os et cartilage. Il faut aussi des acides aminés soufrés, donc encore une fois les protéines animales, et les composés soufrés dans les crucifères, brocoli, choux, etc., ail, oignons, échalotes. Donc comme vous le voyez, il faut une alimentation vraiment très variée et de qualité pour apporter tous les nutriments nécessaires à ces mécanismes de détoxication qui a lieu en plus en permanence tous les jours. Ce n'est pas un produit qui n'apporte aucun ou même qu'un seul de ces nutriments pris pendant quelques jours qui peut se revendiquer détox. Et on va regarder ça en détail avec quelques exemples juste après. Par contre, les vraies intoxications existent et il faut à ce moment-là des traitements spécifiques. Prenons 2 exemples. Premièrement, les intoxications aux métaux lourds, mercure, plomb, qui peuvent poser de graves problèmes de santé. Pour les traiter, on va notamment utiliser des produits de chélation qu'on met en intraveineuse. C'est un traitement à faire à l'hôpital. On est loin d'un petit citron pressé dans un verre d'eau. Deuxième exemple, les intoxications au paracétamol. Quand on dépasse une certaine dose, très largement au-dessus de celle recommandée, cela va provoquer des nausées et des vomissements et ça peut endommager gravement le foie. Aux urgences, en général, on va donner du charbon actif si la prise date de quelques heures pour limiter l'absorption dans le sang. Et on va aussi donner de la N-acétylcystéine pour booster la production de glutathion et protéger le foie de lésions irréversibles. A noter donc que le charbon permet simplement de diminuer l'absorption du médicament juste après sa prise et que cela n'aurait donc aucun intérêt pour éliminer des toxines déjà présentes dans l'organisme et que l'on parle en plus ici de doses élevées, 1 g par kilo, donc par exemple cela reviendrait à 80 g de charbon pour moi, rien à voir avec les quelques centaines de milligrammes qu'on trouve dans les gélules du commerce. Ok, donc il faut des traitements spécifiques pour une intoxication aiguë. Mais quid de l'exposition à la pollution plus quotidienne, plus chronique ? Est-ce que c'est un vrai problème et est-ce qu'on la stocke? Comme je l'ai dit un peu avant, la plupart des toxines sont liposolubles et elles vont donc plus facilement se stocker dans les cellules graisseuses si elles ne sont pas éliminées. Et non,
Toutes les toxines ne sont malheureusement pas à 100% éliminées. Mais la question à 1 million d'euros, c'est à partir de quelle quantité cela deviendrait problématique. Un point important est que potentiellement, plus vous avez de masse grasse, plus vous avez de l'espace de stockage. Des travaux de chercheurs de l'INSERM en 2010 avaient bien montré que les personnes obèses avaient 2 à 3 fois plus de polluants stockés que les personnes minces. Et que donc, forcément, en cas de perte de poids rapide, ces polluants organiques persistants étaient relargués abondamment dans le sang, ce qui pouvait éventuellement poser quelques petits problèmes. D'un côté, les fonctions hépatiques s'améliorent grâce à la perte de gras au niveau du foie, et de l'autre, ce dernier peut être un peu endommagé par le surplus de toxines à gérer. Ce qui entraîne 3 remarques. Premièrement, la plus évidente est que l'une des meilleures protections aux toxines est de ne pas prendre justement trop de masse grasse, mais que si jamais vous êtes en surpoids ou obèse, ce n'est pas du tout une raison pour éviter de perdre du poids. L'obésité reste un facteur de risque bien plus important pour de nombreuses maladies. Je vous renvoie pour cela à ma série de vidéos sur l'obésité et les régimes. De plus, l'un des gros problèmes actuellement est l'explosion de la maladie du foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique, NASH en anglais, qui est une accumulation des graisses au niveau du foie, ce qui entraîne à long terme une inflammation et des lésions du foie, et qu'on retrouve chez les obèses, notamment en cas d'obésité abdominale. Et encore une fois, la prévention passe ici par l'alimentation et l'activité physique. Deuxième remarque, il est donc d'autant plus indispensable en phase de perte de poids d'avoir une alimentation de qualité, riche en tous les nutriments cités un peu avant, pour que le foie fonctionne de façon optimale. Troisième remarque, il est évident que puisqu'on n'élimine pas 100% des toxines, le mieux reste encore de les éviter. La meilleure détox de très loin, c'est la prévention et la non-exposition, ce qui est loin d'être évident, je vous l'accorde. Car finissons par un rapide coup d'œil aux différentes sources de polluants. Il y en a énormément, et cela va dépendre en plus de la région où vous habitez. Pour certains, ce sera une industrie très polluante à proximité, pour d'autres la circulation automobile, pour d'autres des produits utilisés au travail ou des polluants dans les peintures de votre domicile, etc. Tout cela est un sujet à part entière, mais je vais juste prendre l'exemple de la pollution atmosphérique avec les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone, et qui est un vrai problème de santé publique, puisqu'en Europe, on estime qu'elle serait responsable de près de 500 000 décès prématurés par an. Même en ayant une très bonne hygiène de vie via l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, en vivant en ville, malheureusement, on peut difficilement y échapper. Et en plus de favoriser les problèmes respiratoires et cardiovasculaires, on a même retrouvé, par exemple, une accumulation de particules fines dans le cerveau d'habitants de grandes villes. C'était dans une étude anglaise de 2016, ce qui pourrait favoriser des maladies neurodégénératives comme Alzheimer à long terme. Comme vous le voyez, il ne s'agit absolument pas de dire que la pollution n'existe pas, mais si une tisane magique permettait d'éliminer ces particules stockées dans l'organisme depuis des années, avec une petite cure de quelques jours, mais je serais le premier à l'acheter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est bien là le problème avec cette mode de la détox. Il faut bien distinguer les toxines qui vont être éliminées par le foie dans son fonctionnement quotidien et celles qui arrivent à zapper ce processus et à se stocker un peu dans l'organisme. Parce que dans tous ces compléments et ces cures vendus comme détox, je ne vois jamais l'explication biologique de comment ils peuvent aller chercher dans les cellules les toxines déjà stockées. On n'a jamais absolument aucune explication précise. Je ne dis pas qu'aucun produit n'a jamais aucun effet. Pour rester sur ce sujet de la pollution de l'air, il y a tout de même quelques études ces toutes dernières années qui semblent montrer une certaine efficacité du sulforaphane pour mieux éliminer des polluants comme le benzène. Le sulforaphane est une molécule que l'on trouve dans le brocoli notamment, et surtout dans les graines de brocoli germées. Donc c'est assez prometteur, mais encore en phase de recherche, et surtout cela signifie qu'il faudrait en prendre tous les jours, toute l'année, puisque l'on parle d'exposition chronique. Je n'ai pas vu pour le moment de preuve que cela irait chercher les toxines déjà stockées, comme je le disais. Petite note d'optimisme tout de même, dans les discours modernes sur la détox, une des craintes qui revient souvent est la peur de développer des cancers à cause des toxines. Comme je le disais, le principal pouvoir que l'on a est d'éviter l'exposition. Et ça tombe bien, il y en a deux qui dépendent totalement de nous, la cigarette et l'alcool. Sur ce graphique, vous pouvez voir les causes des cancers qu'on appelle évitables, c'est-à-dire causés par l'environnement ou le mode de vie. Le tabac est très très loin devant, puis suivi par l'alcool. Vous entendez régulièrement parler dans les médias de débats intenses autour du potentiel caractère cancérogène de tel ou tel produit.
Mais je trouve qu'on oublie un petit peu trop souvent que le tabac et l'alcool, eux, sont classés clairement en cancérogènes avérés pour l'homme, le niveau de risque le plus élevé. Il n'y a pas de débat là-dessus. La question que j'ai envie donc de poser, c'est est-ce que 100% des gens qui achètent à un moment ou à un autre un complément estampillé détox ou qui suivent une cure soi-disant détox sont totalement non-fumeurs et ne boivent pas ou très peu d'alcool? Moi, je ne pense pas. Je ne pense même pas que ce soit 90 ou 80%. Tout cela pour vous dire qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. Le but n'est pas de culpabiliser, mais plutôt d'indiquer les bonnes priorités à avoir. Dernier point, pour vous montrer encore une fois l'importance de l'hygiène de vie, notre cerveau, quand il fonctionne normalement, produit des déchets métaboliques. C'est normal, hein. Mais il faut les éliminer pour éviter leur accumulation, qui peut entraîner un mauvais fonctionnement du cerveau, voire augmenter les risques de maladies neurodégénératives. Et quel est l'un des processus qui permet leur élimination? C'est le sommeil. Un sommeil de qualité et en quantité suffisante, ça, c'est une vraie détox pour le cerveau, et en plus c'est gratuit. Maintenant que vous avez compris le rôle du foie et la vraie détoxication, regardons rapidement quelques méthodes et produits mis en avant comme détox ces dernières années pour exercer un petit peu notre esprit critique. Commençons par le plus facile, les eaux détox ou detox water en anglais, qui sont à la mode depuis quelques années. Il s'agit en fait simplement d'eau aromatisée avec des fruits ou des herbes. Ça donne bon goût, c'est rafraîchissant, c'est très bien, hein, mais en quoi cela est spécialement détox? Vous pensez réellement qu'il y a une quantité notable de nutriments qui passent du fruit dans l'eau quand vous faites tremper 3 rondelles de concombre ou 3 framboises dans une carafe? Parce que si on prend par exemple des oranges, ok, la vitamine C est effectivement utile dans les phases de détoxication du foie. Mais on ne peut pas dire que l'orange est détox, c'est pousser le bouchon très très loin. Et à la rigueur, à ce moment-là, il faudrait manger l'orange entière ou même du jus d'orange et non pas gaspiller le fruit en le mettant à tremper dans l'eau. Sauf si bien sûr vous pensez que le fruit va, je ne sais pas, transmettre ses propriétés à l'eau par vibration quantique ou autre procédé magique. Parce que c'est aussi quelque chose qui est bien triste selon moi, c'est le gaspillage alimentaire. Vous voulez des fruits? Très bien, mangez-les, c'est super. Mais gaspiller par exemple des fruits rouges qui sont excellents pour la santé et qui coûtent un bras en les faisant tremper pour faire de l'eau détox, ça me rend dingue. J'ai lu tous les articles qui en faisaient la promotion. Bien évidemment, pas un seul n'était capable d'expliquer précisément comment la detox water était censée nettoyer l'organisme de ces toxines ou même brûler des graisses, hein, parce que bien évidemment, une autre promesse que l'on retrouve souvent, c'est autour de la perte de poids. Donc on résume, absolument aucune preuve ni argument crédible avancé par les promoteurs, aucun actif réellement présent en quantité notable de toute façon, donc bien évidemment c'est totalement bidon. Encore une fois, si vous voulez vous faire de l'eau aromatisée, vous faites ce que vous voulez, très bien, même si je suis personnellement, comme je vous le disais, plutôt contre le gaspillage alimentaire que ça représente, mais n'appelez pas ça juste de l'eau détox. Et pour les magazines qui continuent à en faire la promotion, juste arrêtez. Arrêtez d'écrire des articles tout court d'ailleurs, en fait ça rendra service à tout le monde. Produit suivant, les thés détox. Je vous avoue que j'ai fait cette vidéo presque uniquement pour parler d'eux, tellement ils symbolisent tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Je vais parler de ce que contiennent ces produits en eux-mêmes juste après, mais le business model de ces marques est déjà un énorme problème à part entière. C'est assez simple, le but est de ne pas mettre trop d'argent dans l'achat des matières premières, donc de prendre les fournisseurs les moins chers, mais de tout mettre dans le marketing et principalement dans le placement de produits auprès de ce qu'on appelle les influenceurs, des personnes ayant de quelques milliers à plusieurs millions de followers, surtout sur Instagram pour les thés détox, et qui se font payer entre quelques milliers à quelques centaines de milliers de dollars la photo sponsorisée suivant la taille de leur audience. Vous imaginez le mal que cela fait quand par exemple une Kim Kardashian ou sa sœur Kylie Jenner, qui ont chacune plus de 125 millions de followers, font la promotion de thé détox auprès d'un public majoritairement de jeunes filles, en propageant cette pseudo-science qu'est la détox, sans parler des risques de troubles du comportement alimentaire et de problèmes d'image de soi, car les thés détox ont aussi la particularité d'être mis en avant tout maintenant pour la perte de poids. C'est parfait pour mettre le pied dans le cercle vicieux du yo-yo, car évidemment ça ne résout rien et ça n'apprendra rien sur l'alimentation derrière. Le cynisme de ces marques est sans limite, parce qu'en faisant mes recherches sur le sujet, je suis par exemple notamment tombé sur une vidéo d'une gamine de 13 ans qui proposait un code promo pour l'une de ces marques.
C'est-à-dire que la marque a accepté de faire un code promo pour une ado de 13 ans, qui elle-même doit avoir un public de gamins de 10-15 ans. Je passe outre le rôle des parents, on se demande toujours où ils sont, mais l'absence totale de moralité des responsables de ces marques me laisse sans voix. Alors, je ne vais pas citer de marque précise parce que je ne veux pas me prendre la tête avec elles sur des histoires de diffamation, même si je vais rester factuel. Mais en parcourant chacun de leurs sites web, il n'y a évidemment jamais la moindre précision sur les mécanismes précis de détox ou de perte de poids que permettrait leur boisson. On reste toujours sur quelques phrases tellement vagues que bien sûr tout le monde peut s'y retrouver. Aucune source scientifique, mais bien évidemment la mise en avant des témoignages positifs, voire des célébrités partenaires de la marque. En général, c'est toujours le même principe. Vous avez une version du thé pour le matin, une version pour le soir, à boire pendant 15 jours ou un mois. Dans le thé du matin, on retrouve surtout des ingrédients censés être brûle-graisse, du thé vert, du maté, du guarana, des ingrédients apportant donc de la caféine. Alors, effectivement, des études ont montré que la caféine pouvait augmenter légèrement le métabolisme. Sauf que, comme d'habitude, on parle de grandes quantités et pour un effet totalement négligeable dans la vie réelle. On parle de quelques calories en plus, s'il n'y a pas de boisson brûle-graisse magique, ce serait bien, hein, mais ce n'est pas le cas. C'est l'alimentation, l'activité physique qui restent les seules vraies solutions. Et dans les boissons pour le soir, on trouve souvent des plantes diurétiques ou laxatives, comme le pissenlit ou le séné. Donc effectivement, vous allez perdre du poids et avoir l'impression de vous purifier parce que vous allez passer votre temps aux toilettes et perdre beaucoup d'eau et ce que vous avez dans vos intestins. Mais vous ne perdrez ni graisse ni toxines. Sans parler du fait que prendre un laxatif sur une durée importante, c'est très irritant pour les intestins et cela peut être très problématique pour les gens atteints d'une maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn. Donc vous voyez, cela n'a strictement aucun rapport avec un processus de détoxication. Et ces produits ne répondent absolument pas non plus à leur autre promesse de perte de poids. Le thé en lui-même est une très bonne boisson, c'est génial. Je ferai une vidéo spécifique un jour sur le sujet, mais achetez du vrai thé d'origine, pas ces mélanges bidons. Et juste un mot rapide pour les influenceurs et influenceuses qui en font la promo. Si jamais il y en a une qui passe par là, on peut tous se tromper, pas de souci. Vous avez peut-être fait la promo d'un produit parce que vous aviez besoin d'argent, vous n'avez pas forcément réalisé tous les problèmes que cela représentait. Il est toujours possible de faire son mea culpa et d'en profiter pour instruire vos abonnés. Donc essayez peut-être de saisir cette occasion. Et pour tous les autres qui s'en fichent royalement de faire la promo de produits bidons, qui n'ont aucune éthique et pour qui influenceur signifie influencer les gens à acheter de la merde, eh bien, allez bien vous faire cuire le cul, voilà, c'est dit. Méthode suivante, les tisanes détox, et c'est aussi valable pour les extraits de plantes en gélule ou en ampoule. Personne ne dit que les plantes n'ont aucun effet sur l'organisme, de nombreux médicaments sont basés sur des molécules découvertes dans les plantes. Et je ne vais pas faire ici une revue complète de la phytothérapie. Encore une fois, regardons les tisanes dont la promesse est de purifier l'organisme de ces toxines et s'il y a la moindre preuve de leur efficacité. Malheureusement, comme d'habitude, les vendeurs, eux, n'apportent jamais la moindre preuve ni explication des mécanismes, donc c'est Bibi qui a été à regarder les études existantes pour chaque plante. Grosso modo, dans tous les mélanges, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes plantes, artichaut, bardane, pissenlit, ortie, chardon-marie, etc. Alors, je ne vais pas toutes les citer, ni les passer en revue, mais pour résumer, beaucoup des plantes utilisées sont simplement des diurétiques, donc qui vous font uriner. Il y en a quelques-unes dont on a effectivement étudié un petit peu les effets sur le foie. Mais en fait, il s'agit à chaque fois d'étudier leur action en parallèle d'une intoxication aiguë. Rien à voir avec le fait d'aller éliminer des toxines qui seraient déjà stockées dans l'organisme au préalable. Pour l'artichaut, par exemple, j'ai trouvé une étude où l'on injecte à des rats de grosses doses de tétrachlorométhane, un produit très toxique qui provoque de graves lésions au foie, et à qui l'on a donné en parallèle de l'extrait d'artichaut. Et effectivement, il y a eu un petit effet protecteur. Mais premièrement, on parle bien sûr d'études sur des rats, pas sur des humains pour l'instant. Et ensuite, comme toujours, la quantité qu'on leur a donnée équivaudrait pour quelqu'un comme moi à 120 grammes par jour, soit 200 fois plus que dans tous les compléments que vous trouvez dans le commerce. Et l'on parle ici d'une prise en parallèle de l'intoxication très grave. Rien à voir avec une application pour la vie de tous les jours. Même chose pour le chardon-marie. Il y a des études sur les effets en parallèle d'une intoxication grave à un champignon ou bien pris en parallèle du développement d'un cancer du foie. Et encore une fois, sur des rats et des souris, pas sur les humains.
et avec des quantités 100 fois supérieures aux compléments du commerce. Quelle conclusion tirer de tout cela? Sur la promesse de nettoyage des toxines stockées, c'est quand même plutôt du bullshit, pas trop de doute là-dessus. La plupart des plantes utilisées n'ont pas d'effet spécifique sur le foie, et effectivement, il y en a deux, comme je le disais, qui sortent légèrement du lot, l'artichaut et surtout le chardon-marie, mais, et c'est un gros mais, uniquement pour diminuer un peu les lésions du foie en parallèle d'une intoxication grave. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait le moindre intérêt à en prendre en situation normale. Donc à moins que vous ne soyez exposé à des substances toxiques dans le cadre de votre travail par exemple, ou que vous deviez prendre un médicament hépatotoxique, je ne vois pas l'utilité, et pour ces cas spécifiques, on rentre dans du médical, c'est hors sujet de cette vidéo. Et de toute façon, on manque encore, comme je le disais, d'études cliniques sur des humains pour valider tout ça. Méthode suivante, l'hydrothérapie du côlon. On parle aussi de lavement ou d'irrigation du côlon. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de s'injecter de l'eau dans le gros intestin pour le nettoyer à l'aide d'une poche et d'un tuyau que l'on se met dans le rectum, tout simplement. Eau que le corps va ensuite expulser. Il y a plusieurs écoles, certains utilisent de l'eau pure, d'autres des infusions de plantes, ou encore de l'eau mélangée à du café. Mais dans tous les cas, la base théorique est la même, c'est le concept d'auto-intoxication qui remonte à l'Égypte antique, qu'on retrouve aussi au Moyen-Âge, et même jusqu'au 19e siècle, et qui déclare qu'on aurait dans notre côlon des résidus d'aliments qui resteraient là pendant des semaines ou des mois à produire des toxines que l'on absorberait ensuite et donc qui pollueraient notre corps. D'où la nécessité de nettoyer le côlon pour se détoxifier. Cette théorie repose en fait sur une vision du fonctionnement du corps complètement erronée et dépassée. Non, vous n'avez pas un morceau de dinde de votre Noël de 2004 qui traîne encore là. Demandez à n'importe quel gastro-entérologue qui fait des coloscopies au quotidien, le fait d'insérer une sonde avec une caméra dans le côlon, tous les jours et qui a vu des milliers d'intestins, s'il a déjà vu ces vieux résidus alimentaires, il va bien se marrer. Peut-être que certains parmi vous en ont déjà fait et ont eu une expérience très positive. C'est normal d'avoir une sensation de légèreté avec le fait de vider votre intestin, mais c'est un peu comme après le fait d'aller enfin aux toilettes suite à une longue constipation. Votre corps est soulagé d'expulser tout ce liquide. Certains peuvent se dire que ça ne coûte rien d'essayer, au pire ça ne fera pas de mal. Alors heureusement que dans la plupart des cas il n'y a pas de conséquences graves, mais c'est une pratique qui est loin d'être anodine. D'une part, quoi qu'en disent les défenseurs de cette méthode, ça vous flingue votre flore intestinale, toutes ces bonnes bactéries présentes dans votre côlon que l'on met des années à cultiver et dont on se rend compte de l'importance pour la santé. Et ensuite, dans des cas les plus graves, il peut y avoir des lésions au côlon et il y a même des cas cliniques de personnes mortes d'hypokaliémie, la perte de potassium, à cause de la différence de teneur en minéraux entre le liquide utilisé pour le lavement et le sang, puisque le rôle du côlon est notamment de réabsorber l'eau à la fin de la digestion. Je sais que, comme toujours, il y aura plein de témoignages pour dire que cette méthode vous a guéri, mais encore une fois, et je sais que c'est dur à entendre quand on en est convaincu, un témoignage personnel n'a pas de valeur en tant que preuve scientifique et qu'en plus, dans ce cas précis, on parle de quelque chose qui repose sur un concept totalement faux, datant du Moyen-Âge et même bien avant l'auto-intoxication. Donc conclusion, aucun effet soi-disant détox. Dernier exemple, parce que vous m'en auriez voulu si j'en avais pas parlé, les jus. Les cures de jus, en particulier les jus de légumes, connaissent un grand succès ces dernières années. On a tous ceux qui se mettent à faire leur jus maison, par exemple à l'aide d'extracteurs, et on a aussi des entreprises qui se sont lancées dans l'aventure en vendant notamment des packs de différents jus pour faire une cure détox de quelques jours, à un prix qui, lui, détoxifie bien souvent votre porte-monnaie. On parle en général de 200 à 300 € en moyenne pour 5 jours. Je ne vais pas parler ici de l'intérêt ou non des jus de légumes pour la santé en général. Ce n'est pas le sujet, non. Le sujet, c'est comment cela pourrait avoir un effet détoxifiant. Malheureusement, encore une fois, personne n'est capable de donner une liste précise des toxines visées et par quel processus biologique exact cela arriverait à éliminer des toxines déjà stockées, et il n'y a aucune preuve scientifique que cela serait le cas. On peut à la rigueur essayer de regarder les choses par l'angle des nutriments apportés. Alors effectivement, en variant bien les légumes, on peut avoir des apports importants sur quelques-unes des vitamines que j'ai citées pour leur rôle dans les phases 1 et 2 du foie, comme la vitamine B9 ou la vitamine C. Mais ce n'est pas suffisant pour parler d'un effet de détox particulier plus qu'une alimentation variée. Alors je sais que certains parmi vous sont déjà en train de m'écrire en commentaire que ça vous a changé la vie, que votre ressenti était incroyable, etc. Alors
Déjà, on oublie trop souvent, et c'est valable pour tous les autres produits, il ne faut pas négliger l'effet placebo. Il y a souvent une incompréhension sur l'effet placebo. Ce n'est pas l'absence d'effet, au contraire, c'est un effet réel, mais par des mécanismes psychologiques et en l'absence de substances actives. Sachant qu'en plus, il y a un énorme biais de départ, c'est qu'une personne aujourd'hui qui va vouloir faire une cure de jus et se renseigne sur Internet va tomber sur des milliers de témoignages positifs, ce qui la conditionne encore plus à cet effet placebo au préalable. Et cela va avoir un autre effet, c'est que si jamais cette personne n'en retire aucun bénéfice, elle ne va pas forcément en parler, elle va penser que c'est juste sur elle que ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Quand vous n'avez que ceux ayant eu un résultat positif qui parlent d'un traitement, même si dans les faits, il ne représente qu'une minorité de tous ceux qui l'ont suivi. Autre explication, si vous souffrez de troubles digestifs, de ballonnements, etc., en éliminant la plupart des aliments que vous consommez, vous allez enlever dans l'eau certainement les aliments responsables de ces ballonnements. Donc cette sensation de légèreté digestive pendant votre cure sera normale, mais encore une fois, n'aura rien à voir avec un phénomène de détox. Je le répète, l'intérêt des jus dans l'absolu, dans le cadre d'une alimentation santé, c'est un autre débat, mais en tout cas, le fait d'utiliser l'argument de la détoxification pour en faire la promotion ne repose sur aucune preuve scientifique. En conclusion, j'espère vous avoir montré l'importance d'avoir un esprit critique face aux arguments utilisés pour promouvoir tel ou tel complément ou régime, et que le concept de détox tel qu'il est mis en avant de nos jours est du pur marketing qui mélange pseudosciences et pensée magique. Comme je l'ai dit en introduction, le besoin de rédemption et de purification fait partie de la nature humaine, et il est normal que nous y soyons tous susceptibles, d'où l'importance d'exercer en permanence notre esprit critique pour nous protéger de nous-mêmes. Comme je l'ai dit aussi, ce que l'on peut faire de mieux pour favoriser les vrais processus quotidiens de détoxication, c'est avoir une très bonne hygiène de vie via l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Rien d'extraordinaire, mais ces bases sont déjà loin d'être suivies malheureusement par la plupart des gens. On a vu aussi que le surpoids et l'obésité augmentaient la capacité à stocker des polluants organiques persistants, donc perdre du poids ou ne pas en prendre était une bonne chose à faire, que la prise de gras au niveau du foie, la stéatose hépatique non alcoolique, était un problème qui concernait de plus en plus de monde et qui, lui, provoque clairement inflammation et lésions du foie à long terme. Et enfin, on a vu qu'il y avait peut-être des molécules dans certaines plantes qui pouvaient avoir un effet protecteur du foie en cas d'intoxication aiguë, mais qu'on manque clairement d'études sur le sujet et qu'il s'agit de cas d'intoxication grave sans rapport avec le concept d'élimination de toxines stockées chez la personne bien portante. Je sais que j'ai été un peu cash dans cette vidéo, un petit peu direct, mais comme je vous l'ai dit, à quoi cela sert de vous faire de la vulgarisation scientifique sur des sujets de nutrition un petit peu pointus s'il faut encore se battre contre des concepts datant du Moyen-Âge? N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis adeptes des produits détox. Je compte surtout sur vous pour être des défenseurs de l'esprit critique. Dès que vous verrez sur les réseaux sociaux quelqu'un faire la promotion d'une méthode de détox, demandez-lui de quelle toxine il parle précisément, par quel processus biologique exact il y aurait détoxication, et est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de ce qu'il avance. Peut-être qu'à force de demander de la rigueur à tout le monde, on arrivera à faire monter un petit peu le débat. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.